Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'oppression dans la poitrine lorsque quelqu'un de proche vous pose une question qui semble innocente, mais qui vous laisse sans voix? Ce n'est pas exactement de la peur, ce n'est pas de la colère, c'est quelque chose de plus confus, de plus profond. C'est comme si tout à coup vous deveniez la mauvaise personne dans l'histoire, même si vous n'avez rien fait de mal. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous vous sentez ainsi. Freud a passé des décennies à étudier précisément ce malaise. Il a remarqué que certains mots ne véhiculent pas seulement un sens, mais aussi des pièges. Et plus vous vieillissez, plus ces pièges deviennent raffinés, parce que les gens autour de vous ont appris ce qui vous motive, ce qui vous paralyse, ce qui vous fait céder. Ils connaissent vos blessures. Et certaines d'entre elles, consciemment ou non, ont appris à toucher ces blessures avec une précision chirurgicale. Nous ne parlons pas ici de conflits explicites, de cris ou d'accusations directes. Nous parlons de questions, des questions qui semblent raisonnables, des questions qui, si vous refusez d'y répondre, vous font passer pour méfiant, froid, ingrat. Mais si vous y répondez, elles vous placent exactement là où l'autre veut vous mettre, sur la défensive, coupable, silencieux. Et voici la vérité que personne ne vous a dite. Vous avez été entraîné toute votre vie à tomber dans ces pièges. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'on vous a appris qu'être bon signifie ne pas remettre en question, ne pas douter, ne pas déranger. Et maintenant, à 60, 70, 80 ans, vous portez en vous des décennies de ce conditionnement. Vous portez en vous la voix de vos parents, vous disant que la méfiance est mauvaise. La voix de la société vous disant que les personnes âgées doivent être dociles, compréhensives, reconnaissantes. Et quand quelqu'un utilise l'une de ces 5 questions contre vous, il n'essaie pas seulement de vous manipuler. Il active tout ce système de culpabilité que vous portez en vous. Freud appellerait cela le surmoi, cette voix intérieure implacable qui vous juge, vous punit, vous fait sentir que vous devez toujours plus que ce que vous recevez. Et c'est exactement cette voix que le manipulateur utilise comme allié. Aujourd'hui, nous allons donc démonter ces 5 questions, une par une. Nous allons comprendre non seulement ce qu'elles vous font, mais aussi pourquoi elles fonctionnent. Et plus important encore, nous allons vous redonner le pouvoir de dire non sans vous sentir comme le méchant de l'histoire. Commençons par le point le plus douloureux, ce nœud dans la gorge qui apparaît quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous demande « Tu ne me fais pas confiance ?» À ce moment-là, quelque chose de très étrange se produit. La conversation cesse de porter sur les faits et se concentre sur vous, sur votre caractère, sur votre loyauté, sur le fait que vous soyez ou non une bonne personne. Et soudain, vous vous retrouvez à vous expliquer, à vous justifier, à vous excuser pour quelque chose qui n'était même pas une attaque. Vous avez simplement posé une question. Vous avez simplement demandé une clarification. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, vous êtes devenu le problème. Freud comprenait cela mieux que quiconque. Il savait que la culpabilité n'a pas besoin d'une raison réelle pour exister. Elle est implantée tôt dans les premières années de la vie, lorsque vous apprenez qu'aimer signifie obéir, que questionner signifie manquer de respect, que douter signifie ne pas être aimé en retour. Et plus vous vieillissez, plus cette culpabilité devient forte, parce que vous avez passé des décennies à essayer d'être assez bon, bon pour vos parents, bon pour votre conjoint, bon pour vos enfants. Et maintenant, quand quelqu'un remet en question votre confiance, il ne remet pas seulement en question le présent. Il touche à toute une vie de preuves que vous avez déjà données. C'est comme s'il disait « Après tout, ce n'est toujours pas suffisant ». Pensez au nombre de fois où vous avez ravalé un doute parce que vous ne vouliez pas paraître méfiant. Combien de fois avez-vous signé quelque chose, accepté quelque chose, accepté une version des faits qui n'avait aucun sens, juste pour ne pas être perçu comme quelqu'un de difficile? Parce qu'au fond, vous avez peur de quelque chose de pire que d'être trompé. Vous avez peur d'être rejeté. Et la personne qui vous pose cette question le sait. Elle sait que vous préférez vous trahir plutôt que de risquer de perdre la relation. Ce n'est pas de l'amour. C'est un chantage émotionnel. Freud dirait que c'est le surmoi à l'œuvre. Cette partie de vous qui a appris à se contrôler, à se punir, à se sacrifier pour maintenir la paix. Et le manipulateur n'a pas besoin de faire d'efforts. Il lui suffit d'appuyer sur le bon bouton. Et vous faites le reste. Vous faites taire votre intuition, vous ravalez vos doutes, vous vous convainquez que le problème vient de vous. C'est comme si vous portiez un bouton rouge sur votre poitrine avec l'étiquette « culpabilité » et toute personne un tant soit peu attentive peut voir ou appuyer. Ce qui rend cela encore plus cruel, c'est qu'avec l'âge, vous avez accumulé tellement de couches de cette culpabilité que vous ne savez même plus d'où elle vient. Ce n'est pas seulement la culpabilité d'avoir remis en question cette personne en particulier à ce moment précis.
C'est la culpabilité de toutes les fois où vous avez remis en question et où vous avez été puni pour cela. Toutes les fois où vous avez douté et où vous avez été traité d'ingrat. Toutes les fois où vous avez demandé des éclaircissements et où vous avez été accusé de ne pas apprécier ce que vous aviez. Chacune de ces expériences a laissé une marque. Et maintenant, des décennies plus tard, une simple question, tu ne me fais pas confiance. Ça suffit à rouvrir toutes ces blessures d'un seul coup. Et voici le détail que peu de gens remarquent. Cette question ne cherche pas une réponse. Elle cherche la soumission. Parce que si vous répondez « oui, je vous fais confiance », vous acceptez de ne plus poser de questions. Et si vous répondez « non, je ne vous fais pas confiance », vous admettez que c'est vous qui avez un problème de caractère. Dans tous les cas, vous êtes perdant. La seule issue est de refuser le jeu dès le début. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Questionner, ce n'est pas se méfier, c'est se respecter. Lorsque vous demandez une explication, vous n'attaquez personne. Vous vous protégez. Et toute personne qui vous aime vraiment le comprendra. Elle acceptera votre doute, sans le transformer en offense. Car celui qui n'a rien à cacher ne s'offusque pas des questions. Celui qui n'a rien à cacher explique, répète, détaille autant de fois que nécessaire, sans drame, sans inversion, sans vous faire sentir petit. Mais quand quelqu'un réagit en disant « tu ne me fais pas confiance », soyez attentif. Ce n'est pas une réponse, c'est une diversion. C'est une façon de transformer votre doute légitime en un défaut de votre part. Et cela fonctionne parce que vous portez déjà la blessure en vous. Vous vous sentez déjà coupable de choses que vous n'avez même pas faites. Vous pensez déjà que vous en demandez trop, que vous exigez trop, que vous vous méfiez trop. Alors, quand quelqu'un confirme cela, vous vous effondrez. Non pas parce que l'accusation est vraie, mais parce qu'elle fait écho à une voix que vous connaissez déjà. La voix qui vous dit que vous n'êtes jamais à la hauteur. Et c'est cette voix, implantée depuis des décennies, qui vous rend vulnérable. Ce n'est pas la question en soi, mais ce qu'elle réveille en vous, ce qu'elle réactive. La vieille peur d'être abandonné parce que vous n'êtes pas assez complaisant. La terreur silencieuse que si vous exigez le respect, vous vous retrouverez seul. Freud passait des heures à explorer cette terreur avec ses patients. Il savait que ce n'était pas la peur du présent, c'était la peur d'un passé qui n'avait jamais été résolu. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « tu ne me fais pas confiance », respirez profondément et comprenez, cette personne ne demande pas votre confiance, elle exige votre obéissance. La confiance se construit avec transparence, cohérence et respect pour vos questions. L'obéissance s'impose avec la culpabilité, la pression, la menace voilée que vous perdrez quelque chose de précieux si vous ne cédez pas. Et vous avez déjà perdu des choses trop précieuses dans la vie en cédant à ce type de pression. Vous n'avez plus rien à perdre, encore moins vous-même. Mais la culpabilité, aussi puissante soit-elle, a une limite. Il arrive un moment où même la personne la plus conditionnée commence à sentir que quelque chose ne colle pas, les faits ne concordent pas, l'histoire change, les versions se contredisent. Et lorsque cela se produit, lorsque vous trouvez enfin le courage de signaler cette incohérence, le deuxième piège se referme sur vous. La personne vous regarde avec cette expression de quelqu'un qui a été profondément blessé et vous demande « Pourquoi mentirais-je » Et voilà, vous êtes à nouveau bloqué parce que cette question n'appelle pas de réponse logique. Elle vous demande de prouver l'intention de l'autre. Et comment faire cela? Comment expliquer que quelqu'un ment sans donner l'impression de l'accuser injustement? La question est géniale, précisément pour cette raison. Elle inverse la charge de la preuve. Celui qui devrait expliquer la contradiction vous demande maintenant d'expliquer votre méfiance. Et vous qui vouliez simplement comprendre, devez maintenant monter un dossier comme si vous étiez au tribunal. Freud dirait qu'il s'agit d'un mécanisme de défense appelé déni. La personne ne nie pas directement les faits, ce qui serait risqué. Elle nie qu'il y ait une raison de douter. Et ce faisant, elle vous met dans une position impossible, car la vérité est qu'il existe 1000 raisons de mentir. Les gens mentent pour éviter les conflits. Elles mentent pour protéger une image. Elles mentent parce qu'elles ont peur des conséquences. Elles mentent parce qu'elles veulent quelque chose et savent que la vérité ne leur permettra pas de l'obtenir. Elles mentent parce que c'est plus facile que d'admettre qu'elles ont fait une erreur. Elles mentent parce qu'elles ne veulent pas décevoir. Elles mentent parce qu'elles ont appris que mentir fonctionne. Mais quand quelqu'un vous demande « Pourquoi mentirais-je ?», il parie que vous n'aurez pas le courage d'énumérer ces raisons à voix haute. Il parie que vous préférerez douter de vous-même plutôt que d'affronter la possibilité que quelqu'un que vous aimez ou en qui vous avez confiance vous trompe délibérément. Et cela fonctionne.
Cela fonctionne parce que le cerveau humain préfère l'illusion confortable à la vérité douloureuse. Freud appelait cela le principe de plaisir, la tendance à éviter ce qui fait mal, même si c'est réel, et à rechercher ce qui apaise, même si c'est faux. Alors vous avalez la contradiction. Vous acceptez la version qui vous a été donnée. Vous vous persuadez que vous avez du mal comprendre, que vous exagérez peut-être, qu'il n'y a peut-être vraiment aucune raison de se méfier. Mais au fond, au plus profond de vous-même, vous savez, vous le sentez. Et chaque fois que vous ignorez ce signal, vous perdez un peu de vous-même. Vous perdez confiance en votre propre perception. Vous perdez la certitude que vous êtes encore capable de distinguer la vérité du mensonge. Et cela, au fil du temps, est dévastateur, car il ne s'agit plus d'un événement isolé. Il s'agit de votre capacité à vous faire confiance. Imaginez que vous essayez de monter un puzzle, mais quelqu'un vous dit que si les pièces ne s'emboîtent pas, c'est à cause de vos yeux, pas des pièces. Au début, vous vérifiez, vous regardez à nouveau. Mais après avoir entendu cela tant de fois, vous cessez de vous fier à ce que vous voyez. Et c'est exactement ce que fait cette question. Elle ne vous convainc pas que la personne dit la vérité. Elle vous convainc que vous n'êtes pas capable de reconnaître la vérité. Et une fois que cette graine est plantée, elle pousse rapidement. Vous commencez à tout remettre en question. Ai-je bien compris? Suis-je injuste? Le problème vient-il de moi? Et pendant que vous êtes perdu dans ces doutes, la personne qui vous a manipulé est déjà passée à autre chose. Elle a déjà obtenu ce qu'elle voulait. Elle vous a déjà fait taire, car c'est là la véritable fonction de cette question, non pas prouver l'innocence, mais paralyser l'enquête. Pensez au nombre de fois où vous avez entendu des histoires de personnes qui ont été trompées pendant des années, dans leurs relations, leurs affaires, leur famille, et qui, lorsqu'elles ont enfin découvert la vérité, ont dit en premier lieu « Je le savais, je l'ai toujours su ». Mais je ne voulais pas y croire. Ce « je ne voulais pas y croire » n'est pas de la naïveté. C'est le résultat d'années passées à entendre « pourquoi mentirais-je » jusqu'à ce que la réponse évidente « parce que tu veux quelque chose de moi » devienne impensable à verbaliser. Et il y a un autre élément crucial ici. Cette question fonctionne particulièrement bien avec les personnes plus âgées, car vous avez été élevé à une époque où remettre en question était synonyme d'impolitesse, où traiter quelqu'un de menteur, même indirectement, était un péché social impardonnable. Vous portez donc non seulement la culpabilité de douter, mais aussi la honte d'être potentiellement impoli. Et cette combinaison, culpabilité plus honte, est paralysante. Freud comprenait que l'esprit humain a un besoin presque désespéré de maintenir la cohérence du monde qui l'entoure. Il est plus confortable de croire que vous êtes confus que d'accepter qu'un proche vous trompe, car si vous acceptez cela, vous devez prendre des décisions difficiles. Vous devez confronter, vous devez établir des limites, vous devez potentiellement éloigner quelqu'un. Et avec l'âge, lorsque votre cercle social est déjà naturellement plus restreint, l'idée de perdre une autre personne est terrifiante. Vous vous persuadez donc que vous devez vous tromper, que vous devez voir des choses qui n'existent pas, que cette personne n'aurait aucune raison de mentir. Mais voici une vérité que vous devez graver dans votre esprit. Quand quelqu'un répond à une question légitime par « Pourquoi je mentirais ?», il ne vous donne pas de réponse. Il vous fait un écran de fumée. Il vous distrait. Il parie que vous finirez par vous lasser de chercher la vérité. Et si vous vous rendez compte que c'est ce qui se passe, ne rentrez pas dans son jeu. N'essayez pas de prouver son intention. N'essayez pas d'énumérer des raisons. Ne vous justifiez pas. Revenez aux faits. Dites « Je ne sais pas pourquoi vous mentiriez, mais je sais que cela n'a pas de sens, et j'ai besoin que vous m'expliquiez. » Simple, direct, sans accusation, sans défense. Juste une demande légitime de clarté. Et observez la réaction. Parce que celui qui est honnête va clarifier les choses. Il va donner des détails. Il va être patient face à votre confusion. Celui qui cache quelque chose va à nouveau détourner la conversation. Il va s'offusquer. Il va transformer votre demande d'explication en une attaque contre sa personne. Et cette différence de réaction vous dit tout ce que vous devez savoir. Et lorsque la culpabilité et la confusion ont fait leur œuvre, lorsque vous êtes suffisamment fragilisé, vient la troisième question. Celle-ci est différente. Elle n'attaque ni votre confiance ni votre perception. Elle attaque quelque chose de beaucoup plus profond, votre liberté. La personne s'approche, baisse le ton de sa voix et vous demande avec une intimité feinte « Vous avez un secret ?» Cela semble innocent. Cela ressemble même à un compliment, comme si vous aviez été choisi pour quelque chose de spécial, comme s'il s'agissait d'une preuve de confiance, de proximité. Mais ce n'est pas le cas. C'est un carcan émotionnel déguisé en cadeau. Car ce que cette question fait réellement,
C'est vous piéger avant même que vous ne sachiez de quoi il s'agit. Vous acceptez de garder le secret avant même de savoir ce qu'il contient. Et une fois que vous avez dit oui, vous êtes engagé. Vous êtes piégé. Vous respectez un accord qui a été conclu à l'aveuglette. Et si ce qui suit viole vos valeurs, vous met en danger, implique qu'une autre personne soit lésée. Trop tard. Vous avez déjà dit que vous garderiez le secret. Et maintenant, si vous rompez le silence, vous ne révélez pas seulement une information, vous rompez une promesse. Vous êtes déloyal. Vous trahissez la confiance de quelqu'un. Freud avait un terme pour cela, la répression. Il savait que lorsque vous êtes obligé de garder quelque chose que vous ne devriez pas garder, ce n'est pas seulement le secret qui reste enfoui. C'est une partie de vous-même, la partie qui sait ce qui est juste, la partie qui aurait agi différemment si elle avait eu le choix. Mais maintenant, vous n'avez plus le choix. Ou plutôt, le choix qui vous a été donné était faux dès le départ. Et chaque jour où vous portez ce secret, il pèse plus lourd. Parce que ce n'est pas seulement une information, c'est un engagement, c'est de la complicité, c'est une trahison silencieuse de vos propres principes. Et le pire, les secrets comme celui-ci restent rarement seuls, ils grandissent. Un secret en entraîne un autre, parce que la personne qui vous a fait garder le premier sait maintenant que vous êtes digne de confiance. Elle sait que vous ne parlerez pas, elle sait que vous accordez plus d'importance à la loyauté qu'à la vérité. Et cela fait de vous le dépositaire idéal de tout ce qu'elle ne veut pas voir révélé. Vous devenez le coffre-fort émotionnel de quelqu'un. Et les coffres-forts n'ont pas de voix. Les coffres-forts ne posent pas de questions. Les coffres-forts se contentent de garder. Pensez au nombre de fois où vous avez porté le poids de quelque chose qui ne vous appartenait pas. Combien de fois avez-vous été témoin d'une injustice, d'une erreur, d'un mensonge, mais n'avez pas pu en parler parce que vous aviez promis de garder le silence? Combien de nuits avez-vous passées éveillées, à ruminer cela dans votre tête, à avoir l'estomac noué parce que vous saviez que quelqu'un était lésé et que vous aviez des informations qui pourraient aider, mais vous étiez prisonnier d'une promesse que vous aviez faite sans savoir ce que vous promettiez. Et voici ce que personne ne vous explique. La loyauté n'est pas la même chose que la complicité. Être loyal envers quelqu'un ne signifie pas protéger les erreurs de cette personne. Cela ne signifie pas cacher ses mensonges. Cela ne signifie pas sacrifier son intégrité pour préserver son image. La véritable loyauté, c'est dire la vérité même quand cela fait mal. C'est aider quelqu'un à faire ce qui est juste et non cacher ce qui est mal. Mais lorsque vous gardez un secret que vous ne devriez pas garder, vous n'êtes pas loyal. Vous êtes utilisé. Freud a exploré cela en profondeur. Ce qui se passe psychologiquement lorsque vous gardez quelque chose qui va à l'encontre de qui vous êtes. Le conflit interne est brutal. D'un côté, votre surmoi vous reproche d'avoir rompu votre promesse si vous parlez. De l'autre, votre ego vous montre que garder le silence est une trahison envers vous-même. Et au milieu de ce bras de fer, vous vous perdez. Vous ne savez plus ce qui est juste. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous savez seulement que vous êtes épuisé. Et il y a un autre aspect qui rend cela encore plus cruel pour les personnes de votre âge. Vous avez passé toute votre vie à vous forger une réputation de personne de parole, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne colporte pas de ragots, qui ne divulgue pas d'informations, qui respecte la vie privée des autres. Et maintenant, cette caractéristique qui a toujours été une vertu est transformée en outil de contrôle. Parce que la personne sait que vous ne romprez pas une promesse. Elle sait que votre parole a du poids, et elle utilise cela contre vous. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'avez aucune obligation de loyauté envers les secrets qui causent du tort. Vous n'avez aucune obligation de silence envers les informations qui peuvent protéger quelqu'un. Et vous n'avez pas à porter seul le poids des mauvais choix d'une autre personne. Quand quelqu'un vous demande de garder un secret, vous avez tout à fait le droit de répondre. Ça dépend de quoi il s'agit. Dites-moi d'abord de quoi il s'agit et je déciderai si je peux le garder. Ce n'est pas de la déloyauté. C'est de l'instinct de conservation, c'est préserver votre intégrité. Parce que les secrets qui doivent être imposés avant d'être révélés sont rarement des secrets qui méritent d'être protégés. Ce sont, la plupart du temps, des vérités que quelqu'un a peur d'affronter. Et lorsque vous trouvez enfin le courage, que ce soit grâce à un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui se soucie vraiment de vous, de remettre en question ce qui se passe, de chercher une validation externe de votre perception, le quatrième piège se présente. Et celui-ci est particulièrement cruel, car il n'attaque pas ce que vous savez, il attaque ceux qui vous ont aidé à le savoir. La personne change complètement le sujet de la conversation et demande, avec ce ton de quelqu'un qui a été trahi, « Qui t'a dit ça ?»
remarquez ce qui vient de se passer. Vous avez soulevé une préoccupation légitime. Vous avez signalé un problème réel. Et au lieu d'aborder le problème, la personne veut remonter à la source. Elle veut savoir qui vous a mis ça dans la tête. Comme si vous n'étiez pas capable de tirer vos propres conclusions. Comme si vous aviez besoin que quelqu'un vous manipule pour vous rendre compte que quelque chose ne va pas. C'est une disqualification déguisée en question. C'est une façon de dire, sans le dire, que vous êtes facilement influençable, que vous ne pensez pas par vous-même, que vous êtes utilisé comme une marionnette par des tiers. Et cela fonctionne parce que cela active deux peurs à la fois. Premièrement, la peur d'avoir mis quelqu'un en danger. Si vous révélez qui vous l'a dit, cette personne pourrait en subir les conséquences. Elle pourrait être confrontée, isolée, punie, et vous vous sentez responsable de cela. Deuxièmement, la peur d'être injuste. Parce que si vous ne pouvez pas prouver la source, si vous ne pouvez pas montrer d'où vous tenez cela, alors peut-être que vous inventez des choses. Peut-être que vous êtes indûment influencé. Peut-être que le problème n'est pas réel, qu'il s'agit seulement de ragots, d'un malentendu, d'une exagération. Et pendant que vous êtes pris dans ce dilemme, protéger la source ou prouver votre point de vue, la personne qui devrait répondre à vos questions a complètement détourné la conversation. Il ne s'agit plus de ce qui a été fait, il s'agit de qui a parlé, il ne s'agit plus de la vérité, il s'agit d'une fuite, d'une dénonciation, d'une rupture de confiance interne. Et vous, tenez qui vouliez simplement des éclaircissements, faites désormais l'objet d'une enquête comme si vous étiez le problème. Freud appellerait cela un déplacement. L'anxiété, la culpabilité, le malaise que la personne devrait ressentir pour avoir fait quelque chose de mal sont déplacés vers vous, vers celui qui a osé découvrir la vérité, à celui qui a osé poser des questions et surtout à celui qui vous a aidé à relier les points. Car si cette personne parvient à vous isoler de vos sources d'information, si elle parvient à créer un climat où plus personne ne se sent en sécurité pour vous dire quoi que ce soit, vous devenez complètement vulnérable. Vous devenez dépendant de la version qu'elle vous donne, et c'est exactement ce qu'elle veut. Pensez à la solitude que cela crée. Imaginez que vous vous rendiez compte que quelque chose ne va pas, mais que chaque fois que vous essayez d'en parler, on vous accuse d'écouter des ragots, de laisser des tiers vous influencer, de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Avec le temps, les gens autour de vous cessent de vous dire des choses, parce qu'ils savent que vous serez contraint de révéler qui vous en a parlé. Ils savent qu'il n'est pas sûr de vous faire confiance, non pas parce que vous êtes déloyal, mais parce que vous serez mis dans une position impossible. Et petit à petit, vous vous retrouvez isolé. Vous n'avez plus d'alliés. Vous n'avez plus personne pour confirmer ce que vous voyez. Et lorsque vous êtes ainsi isolé, il est beaucoup plus facile de vous convaincre que vous avez tort. Et si vous écoutez cela en ce moment et que vous pensez « cela m'est déjà arrivé », je veux que vous fassiez une pause, respirez profondément et comprenez, vous n'êtes pas fou, vous n'inventez pas des choses et vous n'avez pas besoin de prouver l'origine de votre perception pour qu'elle soit valable. Si quelque chose n'a pas de sens, cela n'a pas de sens. Peu importe qui l'a signalé en premier. Et si quelqu'un se soucie davantage de savoir qui a parlé que de clarifier ce qui a été dit, cela en dit long. Les personnes honnêtes n'ont pas peur des questions. Elles ne traquent pas les informateurs. Elles ne transforment pas la clarté en crime. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, ne mordez pas à l'hameçon. Ne révélez pas votre source. Ne vous lancez pas dans une chasse aux sorcières. Dites simplement « peu importe qui me l'a dit ». Ce qui importe, c'est que c'est vrai. Parlons des faits. Et restez concentrés là-dessus. Parce que les faits n'ont pas besoin de témoins pour être réels. Les faits se suffisent à eux-mêmes. Et si la personne continue à détourner la conversation, à faire pression, à transformer votre quête de vérité en un interrogatoire sur la loyauté, vous avez déjà votre réponse. Elle n'essaie pas de clarifier quoi que ce soit. Elle essaie de tout contrôler. Et si vous remarquez que ce schéma se répète dans votre vie, que vous êtes constamment isolé des personnes qui pourraient vous soutenir, que toute tentative de recherche d'aide extérieure est transformée en trahison, envisagez de partager cette vidéo avec quelqu'un de confiance. Parce que parfois, la seule façon de briser l'isolement est de montrer à quelqu'un d'autre ce qui se passe. Et si ce contenu vous a aidé à voir le schéma, il peut aider quelqu'un de proche à le voir aussi, à valider ce que vous ressentez, à confirmer que vous n'êtes pas seul dans cette situation, parce que la manipulation meurt à la lumière. Et plus les gens comprennent comment elle fonctionne, moins elle a de pouvoir. Mais il existe une cinquième question, et c'est la plus dévastatrice de toutes. Parce que les 4 précédentes s'attaquent à votre confiance, à votre perception, à votre liberté, à votre réseau de soutien.
Mais cette cinquième question s'attaque à quelque chose d'encore plus fondamental. Votre santé mentale, votre capacité à savoir ce qui est réel. La personne vous regarde avec cette expression mêlée d'inquiétude et de confusion et vous demande « Vous ne vous souvenez pas ?» Et avec ces 4 mots, le sol disparaît sous vos pieds. Car contrairement aux autres questions, celle-ci ne vous accuse directement de rien. Elle ne remet pas en question votre loyauté, vos intentions, votre caractère. Elle remet en question votre esprit, votre mémoire, votre capacité à enregistrer et à retrouver la réalité. Et pour les personnes de plus de 60 ans, cela touche l'une des peurs les plus profondes et les moins évoquées, la peur de perdre la tête. La peur que les oublis naturels liés à l'âge ne soient en réalité le début de quelque chose de bien pire. Et le manipulateur le sait. Et il l'utilise avec une précision chirurgicale. Imaginez la scène. Vous êtes absolument certain d'avoir convenu d'une chose. Vous vous souvenez de la conversation, vous vous souvenez du contexte, vous vous souvenez même où vous étiez lorsque vous en avez parlé. Mais la personne insiste pour dire que c'était différent. Elle insiste avec tant de conviction, avec tant de détails inventés, avec tant de calme, que vous commencez à douter. Est-ce que je me souviens vraiment bien? Est-ce que je confonds avec une autre occasion? Ma mémoire me trahit-elle? Et lorsque vous hésitez, lorsque vous montrez une seconde d'incertitude, la personne s'en rend compte et elle enfonce le clou. Ne vous inquiétez pas, cela arrive à tout le monde. Vous avez dû vous tromper. Freud étudierait cette dynamique comme l'une des formes les plus insidieuses de violence psychologique, parce qu'elle ne laisse pas de traces visibles. Elle ne crie pas, elle ne menace pas. Elle murmure simplement, gentiment, que vous ne pouvez plus vous fier à votre propre cerveau. Et chaque fois que cela se produit, vous perdez un peu plus de votre perception de vous-même. Ce n'est pas seulement le souvenir de cette situation spécifique qui est remis en question. C'est votre capacité générale à savoir ce qui est réel. C'est votre confiance dans le fait que vous contrôlez toujours vos facultés mentales. Et ce qui rend cela particulièrement cruel, c'est que la mémoire humaine n'est pas parfaite. Nous oublions tous des détails. Nous confondons tous des dates. Nous sommes tous parfois sûrs de quelque chose qui s'avère ensuite être faux. C'est normal, c'est humain, mais le manipulateur transforme cette vulnérabilité naturelle en arme. Il ne se contente pas de profiter de vos oublis occasionnels. Il crée des oublis. Il invente des conversations qui n'ont jamais eu lieu et insiste sur le fait que vous les avez oubliées. Il modifie les accords et jure que c'est vous qui avez mal compris. Il réécrit l'histoire devant vous et vous regarde avec pitié lorsque vous essayez de le corriger. Et petit à petit, vous cessez de vous faire confiance. Vous cessez d'affirmer vos souvenirs avec conviction. Vous commencez à mettre des réserves sur tout. Je pense que c'était comme ça, mais je peux me tromper. Je m'en souviens, mais je confonds peut-être. J'en suis presque sûr, mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Chacune de ces phrases est une petite capitulation. C'est vous qui abandonnez votre autorité sur votre propre expérience. C'est vous qui acceptez que l'autre en sache plus sur votre vie que vous-même. Freud dirait que cela attaque l'ego, cette partie de la psyché chargée de faire le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre ce que vous ressentez et ce que vous percevez. Lorsque votre ego est constamment attaqué, lorsque vous ne pouvez plus avoir confiance en la validité de votre perception de la réalité, vous entrez dans un état de fragmentation psychique. Vous vivez dans un doute constant, dans une anxiété constante. Vous vérifiez et revérifiez tout, car vous ne faites plus confiance à votre première impression. Et c'est épuisant, c'est paralysant, c'est une forme de torture silencieuse. Et il y a une couche supplémentaire de cruauté ici. Lorsque vous essayez de raconter à quelqu'un ce qui se passe, cela semble absurde. Elle a dit que j'avais oublié quelque chose qui ne s'est jamais produit. Il jure que j'ai accepté quelque chose que je n'accepterai jamais. Comment expliquer cela sans passer pour un paranoïaque? Comment prouver que quelqu'un réécrit la réalité quand c'est votre parole contre la sienne? Surtout quand cette personne le fait avec tant de calme, avec tant de préoccupation à votre égard, que n'importe qui de l'extérieur penserait qu'elle est simplement patiente avec vos confusions dues à l'âge. Mais voici ce que vous devez comprendre. Il existe une différence brutale entre l'oubli naturel et le gaslighting. L'oubli naturel est sporadique. Il concerne des détails mineurs. Il concerne des choses qui n'ont pas une grande importance émotionnelle. Le gaslighting est systématique. Il concerne des événements significatifs. Il concerne des choses qui changeraient complètement la donne si elles étaient correctement mémorisées. Et surtout, dans l'oubli naturel, quand quelqu'un vous rappelle ce qui s'est passé, vous le reconnaissez. Vous pensez « Ah, c'est vrai, maintenant je m'en souviens ».
Dans le gaslighting, même quand on vous rappelle, quelque chose en vous continue de crier que ce n'est pas vrai, que ça ne s'est pas passé comme ça, que ce n'est pas juste. Faites confiance à ce cri, faites confiance à ce malaise. Parce que votre inconscient enregistre beaucoup plus que votre esprit conscient ne peut accéder immédiatement. Et quand quelque chose est déformé, votre corps le sait, votre instinct le sait. Et si vous vous sentez constamment ainsi, en présence d'une personne en particulier, toujours en doute, toujours confus, toujours corrigé, le problème ne vient pas de votre mémoire, c'est l'intégrité de la personne à vos côtés. Maintenant que vous voyez clairement les 5 questions, maintenant que vous reconnaissez les schémas, vous êtes tenté de penser que le problème vient entièrement de l'extérieur, que ce sont les autres qui manipulent, que ce sont les autres qui déforment, que ce sont les autres qui utilisent votre gentillesse contre vous. Et oui, c'est vrai. Mais il existe une vérité plus profonde, plus douloureuse, que vous devez affronter si vous voulez vraiment vous libérer. Ces questions ne fonctionnent que parce qu'elles trouvent en vous un endroit prêt à les accueillir, une vieille blessure, une peur non résolue, un enfant intérieur qui attend toujours d'être approuvé. Freud consacrerait des séances entières à explorer cela avec vous. Il vous ferait remonter le temps. Il vous ferait vous souvenir de quand vous étiez petit et que vous avez appris pour la première fois que remettre en question était dangereux, que douter était un manque de respect, que vos perceptions n'avaient pas autant d'importance que de maintenir la paix. Peut-être était-ce un père qui n'acceptait pas d'être contredit, peut-être une mère qui s'effondrait émotionnellement lorsque vous n'étiez pas assez reconnaissant. Peut-être un environnement où l'amour était conditionnel. Vous n'étiez aimé quand cela était pratique, quand vous étiez obéissant, quand vous ne causiez pas de problème. Et cet enfant a appris à se conformer, il a appris à ravaler ses doutes, il a appris qu'être bon signifiait ne pas déranger. Et maintenant, des décennies plus tard, à 60, 70, 80 ans, vous portez toujours cet enfant en vous. Vous recherchez toujours l'approbation. Vous avez toujours peur d'être abandonné si vous n'êtes pas assez complaisant. Et c'est précisément dans cette faiblesse, dans cette blessure qui ne cicatrise jamais, que le manipulateur enfonce le couteau. Car voyez-vous, la question « tu ne me fais pas confiance ?» ne vous paralyse que si vous croyez encore au fond de vous que vous n'avez pas le droit de vous méfier. La question « pourquoi mentirais-je » ne vous trouble que si vous croyez encore que remettre les autres en question fait de vous une mauvaise personne. La question « avez-vous un secret ?» ne vous retient que si vous essayez encore de prouver que vous êtes digne de confiance pour mériter l'amour. La question « qui t'a dit ça ?» ne t'isole que si tu as encore peur que personne ne te croira si tu es seul. Et la question « tu ne te souviens pas ?» ne détruit ta santé mentale que si tu doutes déjà de toi-même avant même que quelqu'un ne sème le doute dans ton esprit. Le problème n'est donc pas seulement de reconnaître la manipulation externe. Il s'agit de reconnaître la vulnérabilité interne. Il s'agit de regarder à l'intérieur de soi et de se demander « pourquoi suis-je sensible à cela ? Quelle partie de moi demande encore la permission d'exister ? Quelle partie de moi croit encore que ma valeur dépend de ce que je cède, de ce que j'accepte, de ce que j'avale sans rien dire ?» Et c'est la question la plus difficile de toutes, parce qu'elle vous oblige à admettre que vous participez à cette dynamique. Non pas parce que vous méritez d'être manipulé, jamais, au grand jamais, mais parce que tant que vous n'aurez pas guéri la blessure qui permet à la manipulation de s'installer, vous continuerez à attirer des personnes qui savent exactement où vous faire mal. Vous continuerez à vous mettre dans des situations où votre gentillesse est transformée en faiblesse. Vous continuerez à croire que le problème vient toujours de l'extérieur, alors qu'en réalité, le travail le plus important se trouve à l'intérieur. Freud appellerait cela la compulsion de répétition. Vous répétez des schémas non pas parce que vous les aimez, mais parce qu'ils vous sont familiers, parce qu'à un certain niveau déformé, ils ressemblent à de l'amour, parce que vous avez été conditionné à croire que les relations saines sont celles où vous vous annulez, où vous cédez, où vous portez le poids émotionnel de tout le monde, sauf le vôtre. Et tant que vous ne remettrez pas en question cette croyance, tant que vous n'aurez pas réécrit en vous-même ce que signifie être aimé, aucune technique de défense contre la manipulation ne fonctionnera vraiment, car vous pouvez apprendre les bonnes réponses. Vous pouvez mémoriser les phrases qui protègent vos limites. Mais si, au fond, vous croyez toujours que fixer des limites vous rend égoïste, que dire non vous rend cruel, que donner la priorité à votre paix intérieure vous rend ingrat, vous saboterez votre propre protection. Vous vous sentirez coupable de vous être défendu. Vous ferez marche arrière, vous céderez juste une fois de plus, et le cycle recommence. Voici donc la vérité la plus libératrice et la plus effrayante à la fois.
Vous devez accepter la possibilité de décevoir les gens. Vous devez accepter que certaines personnes vous trouveront difficile lorsque vous cesserez d'être accommodant. Elles vous trouveront froid lorsque vous cesserez d'être disponible à tout moment. Elles vous trouveront méfiant lorsque vous cesserez d'accepter tout ce qu'elles vous disent. Et vous devez être prêt à perdre ces personnes. Parce que si le prix à payer pour les garder dans votre vie est de vous perdre vous-même, le prix est trop élevé. Il l'a toujours été. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu, après avoir démonté chaque piège, compris chaque mécanisme, regardé à l'intérieur de nous-mêmes et reconnu la blessure, vient la partie la plus importante. Que faites-vous de tout cela? Comment transformez-vous la conscience en changement réel? Comment sortir de cette vidéo différent de ce que vous étiez en entrant? La réponse n'est pas de devenir méfiant, elle n'est pas de construire des murs autour de vous, elle n'est pas de traiter tout le monde comme un ennemi potentiel. La réponse est d'apprendre à vous faire confiance d'abord, en reconstruisant votre boussole interne, en reprenant le contrôle de votre propre expérience. Parce que vous avez passé trop de temps à laisser les autres vous dire ce que vous deviez ressentir, ce dont vous deviez vous souvenir, ce en quoi vous deviez croire. Et il est temps de reprendre ce pouvoir. Commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un vous posera l'une de ces 5 questions, ne répondez pas immédiatement. Faites une pause. Respirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Sentez-vous une oppression dans la poitrine? L'envie de vous expliquer? L'urgence de corriger la perception que l'autre a de vous? Reconnaissez ces signaux. Ils sont l'alarme de votre système interne qui vous dit « Attention, vous êtes sur le point de vous trahir à nouveau. » Et puis, calmement, fermement, répondez d'un autre endroit. Pas de la culpabilité, pas de la peur de perdre la personne, pas par le besoin de prouver que vous êtes quelqu'un de bien, mais par la certitude tranquille que vous avez droit à vos doutes, à vos questions, à votre perception. Vous pouvez dire « J'ai besoin de temps pour y réfléchir ». Vous pouvez dire « Cela n'a pas de sens pour moi et j'ai besoin que vous m'expliquiez mieux ». Vous pouvez dire « Je vais vérifier et ensuite nous en discuterons ». Des phrases simples, sans drame, sans accusation, juste vous accordant le respect que vous avez toujours mérité. Et observez ce qui se passe. Observez si la personne respecte votre besoin de temps, de clarté, d'autonomie, ou si elle vous met la pression, s'offusque, transforme votre demande raisonnable en une attaque contre son caractère. Cette réaction vous dit tout, parce que les personnes qui vous aiment vraiment veulent que vous ayez confiance en vous. Elles veulent que vous ayez les idées claires. Elles veulent que vous vous sentiez en sécurité. Les personnes qui vous manipulent veulent le contraire. Elles veulent que vous doutiez de vous-même. Elles veulent que vous dépendiez de leur version des faits. Elles veulent que vous soyez toujours en retrait, toujours en train de vous expliquer, toujours en train de vous excuser d'exister de manière autonome. Freud dirait que vous reconstruisez votre ego. Vous renforcez cette partie de votre psyché qui vous dit « Je sais ce qui est réel. Je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce que j'ai vu. Et personne ne peut me convaincre du contraire. » Ce n'est pas un ego arrogant, gonflé, défensif. C'est un ego sain, un ego qui vous protège sans vous isoler, qui vous permet de faire confiance sans être naïf, qui vous donne la liberté d'aimer sans vous perdre dans le processus. Et oui, au début, ce sera inconfortable. Vous vous sentirez coupable. Vous aurez l'impression d'être égoïste, difficile, méfiant. Parce que vous avez passé des décennies à être récompensé pour avoir cédé et puni pour avoir résisté. Mais continuez quand même. Continuez à respirer avant de répondre. Continuez à valider votre propre perception. Continuez à dire non quand quelque chose ne vous semble pas juste. Et petit à petit, la culpabilité diminuera, le doute diminuera. Et à la place, quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis longtemps grandira. La paix. La paix de ne pas remettre constamment en question votre propre santé mentale. La paix de ne pas porter des secrets qui ne sont pas les vôtres. La paix de ne pas avoir à prouver votre loyauté en sacrifiant votre intégrité. La paix de savoir que vous pouvez perdre des personnes sans pour autant vous perdre vous-même. Et cette paix, cette reconnexion avec qui vous êtes vraiment lorsque vous n'essayez pas de plaire à qui que ce soit, c'est la plus grande réussite de votre vie. Pas à 20 ans, pas à 40 ans, mais maintenant. Maintenant que vous comprenez enfin que vieillir ne signifie pas devenir plus fragile. Cela signifie devenir plus solide, plus ancré, plus impossible à déplacer lorsque vous avez décidé où vous voulez être. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous réfléchissiez. Laquelle de ces 5 questions a déjà été utilisée contre vous? Et plus important encore, quand avez-vous utilisé l'une d'entre elles contre vous-même pour la dernière fois?
Parce que parfois, le manipulateur le plus efficace auquel vous êtes confronté n'est pas à l'extérieur. Il est dans votre propre tête, répétant les voix que vous avez intériorisées depuis des décennies. Partagez votre réflexion dans les commentaires. Écrire à ce sujet est déjà un acte de libération. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.